J'avais simplement envie de vous faire part de mes pensées, mes réflexions ou mes questions sur la lithothérapie. Le but n'est pas de prendre parti, de dire pour ou contre, croire, ne pas y croire. Non, le but dans cette vidéo est de vous faire réfléchir. Je ne compte pas vous ouvrir des portes à grands coups de pied, mais vous donner des clés, des pistes de réflexion. Et vous verrez que la lithothérapie est bien plus complexe que deux camps qui s'affrontent, croyants, non-croyants. La vidéo risque d'être un peu longue, donc on va se préparer un bon thé ou un bon café et on va se poser tranquillement. Bon, et avant toute chose, ici, je donne mes pensées, et en aucun cas un savoir ou une vérité absolue. Ce que j'attends, entre autres, ce sont des débats intelligents ou bien des réponses dans l'espace commentaire. Et non pas des guerres entre ceux qui pratiquent la lithothérapie et ceux qui n'y croient pas du tout. Alors attention, je pose la chose de manière très manichéenne, c'est-à-dire tout blanc, tout noir, y croire, ne pas y croire, sans réel juste milieu. Mais non, il y a aussi des personnes indécises ou dubitatives dont je fais partie. Mais je remarque que dans cette matière qu'est la lithothérapie, on voit souvent les deux extrêmes. Ah oui, important, si vous souhaitez revenir à un passage précis de la vidéo, tout est chapitré dans la description. Comme ça, si vous souhaitez soulever un point dans les commentaires, ça sera plus simple pour vous et pour moi. Pensez à inscrire le timecode lorsque vous commentez un passage. Pourquoi faire cette vidéo pour commencer ? Déjà parce que, qu'on le veuille ou non, la lithothérapie a une place importante dans le monde des minéraux. Et quand on travaille dans ce milieu, dans un magasin, une exposition ou même sur Internet, il est impossible de passer à côté. Comme je suis quelqu'un qui aime apprendre et réfléchir, je me suis posé pas mal de questions. Des questions parfois idiotes, parfois des questions un peu plus profondes pour essayer de comprendre comment fonctionne la lithothérapie. J'ai essayé de retrancher pas mal de lithothérapeutes avec des questions existentielles, souvent sans réponse. Pourquoi on ne peut pas se soigner avec un galet trouvé sur la plage ? Parce que c'est une roche et non un cristal. Alors pourquoi le jaspe, qui est une roche, possède des propriétés ? À cause de ses composants, de ses métaux, comme le fer. Je comprends pas, la bauxite comporte du fer et de l'aluminium. Pourquoi on ne se soigne pas avec ? Ce type de questions que je peux avoir. Je me rends compte que je dois être la hantise des lithothérapeutes parce que quelqu'un qui s'approche d'eux en disant simplement « je n'y crois pas », bon, c'est regrettable, mais tant pis, hein. Mais quelqu'un qui va pousser la réflexion un peu plus loin, parfois ça gêne un petit peu. Et attention, je ne suis pas en train de dire que j'y crois ou non. Non, je pousse le raisonnement scientifique dans le sens où je cherche toutes les explications possibles, toutes les failles du processus. Exemple contre exemple, argument contre argument. Si je ne parle que d'un point de vue scientifique, une roche ou un minéral est inerte. À part quelques minéraux radioactifs qui ont une influence sur ce qui les entoure, mais je doute qu'on se soigne avec ça. Pour les autres, ils sont inertes. Aucune interaction possible. Donc d'où viennent ces échanges d'énergie, ces vertus ? D'ailleurs, d'un phénomène non mesurable, non quantifiable. J'entends aussi souvent que les cristaux ont une vie, ils sont vivants. Admettons, ils grandissent. Admettons que la croissance soit synonyme de vie. Bon, mais quand on les sort de la terre, quand on les déloge de leur berceau, ils arrêtent de grandir. On dit alors qu'ils sont morts ? Non. Enfin, du moins, je pense pas. Un autre type de vitalité. Encore une fois, quelque chose d'invisible, de non compris, ou qu'on se refuse à comprendre. Par où commencer alors ? Si toutefois il y a un commencement. L'histoire en ce cas. En lithothérapie, on nous parle souvent d'anciennes civilisations qui utilisaient les cristaux ou les minéraux pour se guérir et qui avaient une avance de la médecine assez considérable. Pour citer quelques-unes de ces civilisations, par exemple, les Tibétains, les Égyptiens, les Mayas, même les Grecs et les Romains portaient un intérêt certain aux pierres guérisseuses. Oui, c'est vrai, de grandes civilisations ont utilisé les minéraux pour se guérir. Mais rappelons aussi que l'espérance de vie était quand même moindre. Donc ça fait pas des miracles non plus. En dehors de ce point de vue, je me suis fait souvent la réflexion suivante. Prenons les Tibétains par exemple. Ils étaient réputés pour faire notamment des cataplasmes ou des décoctions à base de cristaux de roche et de plantes. Personnellement, j'aime à penser que les plantes ont un rôle primordial, en tout cas bien plus que les minéraux. Un exemple concret, il existe des compléments alimentaires à base de silice, minéral ou végétal, ce qui revient à avaler du sable en quelque sorte. Eh bien, la silice, il n'y a rien de plus stable. Donc, techniquement, scientifiquement, il n'y a aucun effet notable sur le corps. En tout cas, bien moins notable que certaines plantes. Mais alors,
Pourquoi les Tibétains broyaient ces minéraux? Pour faire une pâte? Un liant? Ou peut-être pour autre chose? Les Mayas utilisaient également les pierres et en liaison étroite avec leur divinité. Le jaspe héliotrope ou jaspe sanguin était une de leurs pierres favorites. Mais justement, liées aux divinités, ne serait-ce pas la croyance qui agissait? En croyant à leur dieu, en étant persuadés qu'une pierre allait faire appel à tel ou tel dieu, et en sachant que la pierre allait les guérir ou leur donner de la force. Ne serait-ce pas ces divinités, plus que les pierres, qui leur procuraient alors ces pouvoirs? Croyance ou non, ceci dit, il était assez étonnant de voir des civilisations qui ne se sont jamais croisées constater des effets similaires sur certaines pierres. Les Mayas et les Mons, en Birmanie, ont associé le jade à la fertilité. Les Égyptiens et les Tibétains, très éloignés, qui accordaient à la turquoise des propriétés de calme et de sagesse. Étonnant. Comment des civilisations si éloignées, qui ne se sont jamais croisées, peuvent tomber sur les mêmes propriétés? Ou bien simplement on délaisse les innombrables propriétés divergentes pour se concentrer uniquement sur les quelques propriétés convergentes. J'entends par là qu'on se concentre sur les vertus communes, mais on oublie celles qui ne le sont pas. Une sorte d'œillère, une sélection de coïncidences. L'histoire de l'homme est vaste, les civilisations sont nombreuses et les minéraux plus encore. Serait-ce si étonnant qu'en 5000 ans d'histoire, on retrouve des vertus similaires? Qui sait? Hasard? Réelle vertu? Qui sait? Pour moi, l'histoire est importante, mais peut être interprétée de bien des manières. Ceci est mon interprétation, mais il est facile de prendre l'histoire pour expliquer la lithothérapie, bien sûr, ou pour au contraire trouver des failles. Donc non, laissons l'histoire de côté. Les couleurs alors, étroitement liées au chakra. Le rouge pour le sol, nos pieds, l'ancrage, puis on remonte jusqu'à atteindre le bleu pour la gorge, puis le violet pour l'œil, le transparent pour le sommet ou l'ensemble du corps. Quand je pose la question aux lithothérapeutes, ils me répondent « C'est normal, scientifiquement, chaque couleur correspond à un métal, à un composant en particulier. Le cuivre donne du vert et va apporter autre chose que les minéraux bleus. Mais pourtant, l'azurite est aussi composé de cuivre. Oui, en effet, mais la couleur joue un rôle très important. Prenez l'aventurine verte, par exemple. Elle va avoir une autre vertu que l'aventurine orange, qui a quasi la même composition. Mais alors pourquoi je vois qu'une seule vertu pour la fluorite? Il devrait y avoir des vertus différentes pour chaque fluorite, chaque couleur de fluorite. La couleur des pierres. Une question qui trouble beaucoup les lithothérapeutes quand j'essaie de creuser un petit peu. Donc bon, laissons les couleurs de côté. Bon, plus je réfléchis et plus je me dis, mais est-ce que le côté scientifique, la science, peut au moins réussir à démontrer un effet? Est-ce qu'il y a une pierre mesurable? Bon, en oubliant les pierres de protection, de chance, de joie, comment mesurer ça avec des appareils? La science n'a pas les outils pour mesurer cela. Alors pourquoi s'embêter avec ça? Cependant, on a bien pu mesurer certaines pierres et les utiliser. Tiens, les lampes de sel. Le sel attire l'eau, et en même temps est bien capable d'attirer des charges ioniques. C'est mesurable. Donc après tout, pourquoi une lampe de sel placée à côté d'un téléviseur ou d'un téléphone ne serait pas capable d'absorber les mauvaises ondes? Si, ça doit marcher. Bon, après, en quelle quantité? Est-ce suffisant pour en absorber assez pour que le corps ressente les effets? J'en sais rien. Mais si, c'est mesurable. Le quartz. Des scientifiques ont réussi à implanter des données dans du quartz. Des données pour une quasi-infinité en plus. Et des stockages monumentaux sur une toute petite surface. Bon, le problème c'est que ces données sont comme cryptées. C'est tout simplement impossible de les extraire. Mais ça, c'est fascinant. Alors pourquoi quand on dit que le quartz a une mémoire en lithothérapie, on s'en offusque? Pourtant c'est prouvé. Bon, ça sert pas à grand chose parce qu'on ne peut pas retirer les données. Mais c'est possible, pourquoi pas? Ça fait penser d'ailleurs à cette légende des crânes de cristal qui renfermeraient un ancien savoir. Et pourquoi pas? La science n'explique pas tout, même quasiment rien sur ce sujet-là. Mais on a pu mesurer un peu. Alors serait-ce quelque chose qui nous échappe? Ce qui me dérange un peu, c'est le manque d'informations convergentes. Quand on cherche une vertu, les livres se contredisent très souvent. Les sites internet n'en parlons pas, et chaque lithothérapeute a sa petite expérience. Comment peut-on être sûr qu'une pierre guérisse tel ou tel mal si les informations se contredisent? Et puis bon là, entre nous, certaines vertus, franchement,
Je veux bien que certaines pierres guérissent les maux de tête ou les rhumatismes, ou protègent des mauvaises ondes, mais une pierre pour apporter le bonheur? Attention, ce n'est qu'un exemple, mais je vous laisse en trouver d'autres, mais encore une fois pour vous faire réfléchir. Une pierre qui apporte le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Je vous le demande, qu'est-ce que c'est? Et encore, vous définirez le bonheur selon votre perception du bonheur. Ni le bonheur d'un autre, ni le bonheur absolu. Il n'y a pas de bonheur universel. Pour l'un, ce sera une cabane au fond des bois, pour l'autre, ce sera un château avec des fêtes endiablées. Alors comment, mais comment peut-on vendre, ou ne serait-ce que conseiller, une pierre pour le bonheur? Qui es-tu pour connaître mon bonheur? Comment une pierre peut s'accorder avec ma perception de mon bonheur? Ou alors quand on dit bonheur, on veut dire bonne humeur ou joie. Donc le terme est impropre. Et on tend à faire croire à des personnes qu'ils peuvent atteindre le bonheur grâce à une pierre, plutôt que de leur dire que la pierre leur apportera de la joie ou les rendra plus joyeux. Non, je suis désolé, il y a une différence. Et le choix des mots n'est pas anodin. Certaines vertus, du moins certains choix de mots, pour ma part, sont plus vendeurs que d'autres. Avant de plonger tête baissée sur une vertu, la question se pose, est-ce possible? En dehors du fait d'y croire ou de ne pas y croire, est-ce tout simplement possible? Bref, pour moi, certaines vertus sont totalement farfelues et ne demandent aucune démonstration scientifique ou historique. Juste un peu de bon sens. Pour les autres, qui sait? Un mal de dos? Pourquoi pas? Une pierre pour mieux dormir? Oui, d'accord, je suis d'accord. Soyons fous. Une pierre pour éviter la mauvaise influence des gens mal intentionnés. Ok, soyons fous. Après tout, si ça fait du bien à la personne, pourquoi diaboliser les vertus en ce cas? Si ça ne lui fait pas de mal. Si ça ne lui fait pas de mal. Oui, mais voilà. Encore un problème épineux. J'entends souvent, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Pourtant, je vois dans des livres spécialisés en lithothérapie des choses incroyablement dérangeantes. Il devrait y avoir une relecture systématique d'un minéralogiste et d'un médecin pour ce type de livre. Et là, vous pensez que je dramatise. J'ai vu dans un livre des élixirs à base de cinabre, une pierre à base de mercure donc, et un élixir à boire, bien sûr. J'ai vu dans un autre ouvrage qu'il fallait appliquer de la galène sur des blessures, galène composée de plomb, ou encore que poser un cristal de stibine dans la main d'un bébé allait l'aider à mieux dormir. Pour sûr que s'il porte à sa bouche un composé d'antimoine, même stable, ça oui, il va bien dormir. J'ai entendu lors de mes ventes sur les marchés qu'une cliente voulait arrêter tout son traitement contre le cancer pour se tourner exclusivement vers la lithothérapie. Mon Dieu, j'ai dû être très pédagogue pour lui faire comprendre. Parce que son argument principal c'était « Oui, mais mon traitement actuel ne me fait pas aller mieux. Alors c'est pas grave. » Qui sait? Vous ne vous sentez peut-être pas mieux, mais au moins vous êtes stable. Et peut-être que vous allez décliner sans votre traitement. Les pierres, du moins certaines, ne sont pas anodines. La plupart ne vont pas vous faire du mal, mais certaines sont des poisons bien plus sûrs que les pierres radioactives. Donc, on oublie la grande phrase « ça ne peut pas faire de mal ». Si, le manque d'informations ou le trop flou peuvent poser de très gros problèmes. Non, après c'est vrai que dans l'absolu, si la pierre fait du bien à une personne, qui sommes-nous pour lui dire d'arrêter? Qui sommes-nous pour lui retirer ce bien? Autant retirer une jambe de bois à un infirme et lui dire « bof, la chair c'est mieux, hein ». Bon. Je repousse, mais il faudra bien en parler à un moment donné. Je vous entends chez vous vous dire « Ah, enfin il va en parler », quelle que soit votre position sur la lithothérapie. Mais oui, il faut en parler. Mais avant de poser ce fameux mot, je tiens à dire « il ne faut pas le diaboliser ». Ce concept est très important en médecine. Ça n'est pas une insulte, je n'insulte personne. Et comme tout au long de ce monologue, je vais en parler pour avoir une réflexion dessus. Bien, je parlais dans les premières minutes des effets potentiels liés aux divinités dans les civilisations anciennes. Je parlais aussi des effets non mesurables par la science, des zones d'ombre non expliquées. Et si justement les explications ne venaient pas des pierres, mais de son détenteur? Un effet placebo? Je vous entends bouillonner. Placebo n'est pas un gros mot, encore une fois. Et je ne fais qu'expliquer une théorie. Bon,
Cette fois, une théorie expliquée par la science, ceci dit, mais si la science ne pouvait tout simplement pas l'expliquer? Et puis d'abord, comment la science a pu déterminer à 100% que la lithothérapie est un effet placebo? Ça me semble assez flou. Alors, qu'est-ce que l'effet placebo, déjà? Au cas où. Je vais prendre la première définition qu'on trouve sur Internet. L'effet placebo découle de la confiance de l'utilisateur dans le médicament qui l'absorbe. Mais ce n'est pas un effet magique. Il déclenche, à l'intérieur du cerveau, la sécrétion de substances appelées endorphines, qui soulagent la douleur et divers autres symptômes. Donc, parce que quelqu'un va croire en sa pierre, il va guérir de lui-même. Ma foi, il n'y a rien d'insultant, hein. Au contraire, pour le coup, ça tient de l'extraordinaire, je trouve. La pierre ne serait que le catalyseur de notre auto-guérison. Moi, je trouve ça fou. Et dans le bon sens du terme, en plus. Nous sommes incapables, pour la plupart, de nous guérir spontanément. Alors, si cet effet placebo est réel, si la pierre ne sert qu'à concentrer notre potentiel, non, moi je trouve ça incroyable. Et la science se sert de l'effet placebo pour la médecine. Et justement, revenons à la science. Comment ont-ils fait pour mesurer cet effet placebo? Franchement, ça semble extrêmement flou et pas très scientifique de base. Comment ont-ils pu quantifier cela? 3 études ont été menées et regroupées. Je vous laisserai tirer des conclusions sur le bien fondé de ces études, ou si cela peut emmener ou non à une conclusion. La première étude regroupait 200 personnes de tout âge et de tout sexe. Mais 50% connaissaient et utilisaient la lithothérapie, et 50% n'y croyaient pas du tout. On leur a tous donné une améthyste et on leur a demandé de dormir avec pendant une semaine. Eh bien, au bout d'une semaine, ceux qui utilisaient la lithothérapie affirment mieux dormir, tandis que les autres, ceux qui n'y croyaient absolument pas, ont affirmé ne pas avoir vu de changement particulier. La deuxième étude regroupe 100 personnes. Cette fois, tous mélangés sans présélection, sans connaître ceux qui se soignent avec les pierres. On a donné aux 50 premières personnes un cristal de roche, et aux 50 autres une imitation d'un cristal de roche qui était en réalité du verre. Une imitation très convaincante. On leur a demandé de s'asseoir avec le cristal dans la main ou le bout de verre, et avant de les laisser, une dernière phrase: avec cette pierre, vous allez vous sentir plus détendu. Après 1 heure, on leur a demandé s'ils se sont sentis plus apaisés, s'ils avaient réussi à se concentrer sur leurs pensées. Eh bien, ceux qui avaient la vraie pierre, un peu moins de la moitié, soit 24, ont affirmé que oui. Chose étonnante, ceux qui avaient la fausse pierre, quasi le même résultat, soit 27 personnes qui ont affirmé que eux aussi se sont sentis plus apaisés. Donc, la conclusion scientifique sur cette étude, sur cette deuxième étude, qu'importe une vraie ou une fausse pierre, l'important est l'injonction de l'esprit. En gros, la phrase d'accroche « vous allez vous sentir plus détendu », plus important que la pierre elle-même. La dernière étude regroupait quant à elle 80 personnes, toutes pratiquantes de la lithothérapie. On les a fait venir pour leur montrer une sélection de toutes nouvelles pierres aux effets remarquables. 10 pierres différentes avec 10 fiches explicatives. Tantôt une pierre qui va apporter de la chaleur, tantôt une pierre qui va aider à se détendre, ou bien encore une pierre qui va rendre plus énergique. Après une longue conférence sur ces pierres, les 80 personnes sont rentrées chez elles avec une pierre et une fiche explicative. Et rendez-vous dans une semaine. Eh bien, la quasi-totalité, soit 71 personnes, ont ressenti des effets en total accord avec la description faite sur leur fiche. Oui, j'ai ressenti de la chaleur, c'était agréable ou trop intense. Oui, j'ai été super énergique cette semaine, etc. Problème, toutes les pierres étaient en fait des imitations. De la pâte de verre ressemblant fortement à de vrais minéraux. Les scientifiques ont donc réuni ces 3 études pour en tirer la conclusion suivante: la lithothérapie n'est qu'un effet placebo. Alors, oui, cela semble légitime. Mais imaginons, prenons un médicament spécifique au mal de tête. On va dire à un enfant qui a mal au ventre, prends-le, ça va te soigner ton ventre. Miracle, il est guéri. Doit-on en conclure que le médicament est placebo? Après tout, il y a eu injonction de l'esprit. Il a pu guérir son ventre alors que le médicament n'était pas prévu pour ça. Mais, justement, on oublie l'effet anti-mal de crâne. Donc, doit-on forcément foncer tête baissée vers la science? Au final, qu'est-ce qui est important? Imaginons qu'une pierre ou un bout de verre, s'il a une vertu ou non, là n'est pas le sujet.
Une pierre ou un bout de verre fasse se sentir mieux une personne. Pourquoi chercher une explication? Doit-on forcément poser un mot sur cela? Est-ce grave de ne pas savoir si c'est vrai ou faux? L'important, à mon sens, c'est la guérison. Aussi, et comme très souvent au final, je trouve que l'important, c'est de respecter chacun. Alors, j'ai déjà vu des textes passer pour faire tout bonnement interdire la lithothérapie. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Après tout, s'il y a des résultats concrets sur certaines personnes, en revanche, l'encadrer, oui. Si je ne suis pas du tout contre la lithothérapie, je trouve en effet qu'elle n'a aucun cadre, aucun contrôle et aucune structure. Comme je faisais mention avant, les pierres peuvent être toxiques, dangereuses, etc. Mais en dehors de ça, doit-on admettre tout dans le commerce au nom de la lithothérapie? Il y a plusieurs choses que je n'admets pas. Et là, c'est l'instant franc coup de gueule. No, God, please, no, no! D'une part, le manque de rigueur. Les noms des pierres, pour commencer. C'est quoi votre problème avec le nom des pierres en lithothérapie? Les minéraux ont un nom défini et honnête. Et pas avec des dénominations farfelues qui, à mon sens, sont là pour mieux vendre. Un nom accrocheur, commercial qui ont fait oublier le nom de la pierre. Prenons par exemple le Super Seven. C'est quoi ce nom de pierre? Ma théorie, c'est que cet améthyste, avec pas mal d'inclusions, cacoxénite, goethite ou autre, était invendable dans sa forme bas de gamme. Même son manque de cristallisation trahit sa qualité médiocre. Puis bon, on va pas s'amuser à dire améthyste à inclusion de blabla et trucs muches, non, trop long, trop compliqué. Bon, on va lui donner plein de vertus, une liste longue comme le bras, et un nouveau nom, un nom super accrocheur, Super Seven. Auralite 23. Alors celle-ci, je prends une définition au hasard mais qui revient souvent. L'auralite 23 est un mélange subtil entre l'améthyste et au minimum 17 cristaux rares dans chaque bloc. On y trouve notamment la cacoxénite, l'hématite, la magnétite, la pyrite, le cuivre, la chalcopyrite, l'épidote, cristal de rutile, l'or, l'argent, point de suspension. Encore une fois, une améthyste avec certes des inclusions, une améthyste chevron même, la plupart du temps. Est-ce que vous avez oublié la minéralogie? Épidote, rutile, or, argent, ensemble. Oui, bien sûr, ouais. Petite précision sur pourquoi ça n'est pas possible. Trouver une pierre avec plus de 6 minéraux différents, c'est déjà bien compliqué. Alors 17. De plus, on ne peut pas trouver de l'or, de l'argent, du cuivre et du fer en même temps. Donc leur mélange de minéraux, je sais pas du tout d'où ils le sortent. Simplement, vous saviez pas comment définir cet améthyste. Inventons-lui un nom bien farfelu, bien accrocheur, un slogan. Avec l'auralite 23, regrouper toutes les pierres en une. Auralite 23. Je suis désolé, mais je m'énerve franchement pour une fois, mais il y a de quoi? Un manque de rigueur, non, un manque de connaissances, ou une envie de vendre n'importe quoi avec un faux nom, ou des fausses infos. Tout ça pour dire que si vous trouvez le nom étrange, ou si vous trouvez très peu d'informations sur le sujet, sur une pierre en particulier, ou un nom qui renvoie exclusivement à des articles de lithothérapie, eh ben ça sent pas bon. Bref, un manque de rigueur. La vente d'imitations et de faux, on en parle? Et là, je parle pas de commerçants qui arnaquent, hein. Non, des commerçants qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vendent, justement. Aucune idée de savoir si leurs pierres sont vraies ou fausses. La pierre de soleil scintillante, la pierre de nuit scintillante, la citrine chauffée, l'agate teintée, l'opaline, les fausses ambres, les fausses turquoises, le jade teinté. Bon, je m'arrête là, hein, c'est un tout petit exemple de ce qu'on peut voir habituellement. Hein. Pourquoi vous faites ça? Et là, pour le coup, ça touche beaucoup plus de magasins de lithothérapie que de magasins de minéralogie. Hein. C'est comme si vous vendez des timbres parce que vous adorez les images, mais vous n'avez aucune idée du pays d'où ils viennent. Mais un peu de professionnalisme, que diable. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Un peu de respect pour votre commerce, pour ce que vous vendez. Ah ben oui, mais ça m'énerve, oui. Quand je demande combien coûte cette aventurine et qu'on me répond « ça monsieur, c'est du jade, c'est pas le même prix », bah là j'ai envie de faire des ricochets. Et les artefacts, on en parle aussi. Vous savez, ces pierres naturelles retravaillées par l'homme. Et là, pour cet exemple, on retombe encore une fois sur les noms dont je parlais avant. Donc, exemple, le quartz Aquaora. Encore un nom farfelu. Et tout ça pourquoi? Pour un cristal de roche sur lequel on va déposer une couche métallique pour le rendre un peu plus chatoyant. Et cette pierre créée a une vertu propre, différente bien sûr du cristal de roche. Et des minéraux de ce genre, il y en a quelques-uns, qui sont communément admis
alors que ça n'a rien à voir avec une pierre naturelle. Le quartz titane en fait partie. Et ça ne touche pas que le quartz. On commence à voir de l'œil de tigre titane, de la cyanite ou d'istène titane. Et pareil pour la coaura, ça se dérive dans d'autres minéraux. Autant je suis pour les gens qui se soignent avec les pierres, avec la nature. Écoutez, la lithothérapie, ok. Mais il ne faut pas oublier la base, les minéraux, le naturel. Pour synthétiser l'ensemble, pensez par vous-même. Ne croyez pas tout ce que vous dit la personne en face. Faites-vous votre avis qui sera le vôtre. Cela sert à rien de persuader la personne en face qu'il y a des vertus ou qu'il n'y en a pas. L'important, c'est comment vous sentez les choses pour vous. Et l'important, c'est de ne pas vous faire avoir. Pensez par vous-même. Instruisez-vous, renseignez-vous, ne foncez pas tête baissée vers un achat compulsif. Les pierres vous soignent. Tant mieux, continuez. Vous ne ressentez pas les pierres? Bah tant pis. Mais gardez à l'esprit que vous achetez une pierre, un minéral, un bout de nature. Gardez l'œil et ne vous sentez pas obligé de rester dans un magasin ou sur un stand qui propose du faux sous prétexte que le vendeur a l'air sympathique. Profitez-en. Nous sommes des commerciaux et même avec la passion, nous essayons de vous vendre un produit. Mais du faux, même enrobé de belles histoires, ben ça reste du faux. Faites un petit tour, un coup d'œil sur le magasin avant de poser une question. Si vous voyez du faux, n'hésitez pas. Allez voir ailleurs. C'est pas grave, au contraire. Ça fera peut-être changer les mentalités de certains vendeurs. Et là, j'englobe tous les magasins de minéraux en général. Magasins, expositions, internet, lithothérapie ou non. Soyez critiques. Pensez, encore une fois, par vous-même. La lithothérapie, du moins la guérison par les pierres, a de tout temps accompagné l'homme. Mais je trouve dommage que cette pratique soit ternie par des gens peu scrupuleux des connaissances. En fait, je trouve que l'image de la lithothérapie s'est dégradée à cause de quelques personnes inexpérimentées ou persuadées de leur savoir. Et vous, qu'en pensez-vous ?